mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis au Québec, à Ferme-Neuve, avec la rockstar du miel biologique québécois, même mondial, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, il faut le prendre avec un petit peu plus de, comment dire, de légèreté, là. Je veux dire, on est apiculteur, on est fermier, on est artisan, on est paysan. Et puis rockstar, mais c'est au-dessus au-dessus de mes moyens, finalement. J'adore le petit look et le côté fun, humour, détaché et en même temps très très passionné de nos amis les abeilles, hein. Ce qui est étrange, c'est qu'on voit tout le temps les apiculteurs, finalement, dans le stéréotype même de l'apiculteur avec la longue barbe blanche et puis le chapeau. Écoute, nous, on est la relève, finalement, d'un renouveau agricole, autant au Québec qu'en Europe, j'imagine. On est des jeunes qui sont passionnés par la nature, passionnés par le terroir, passionnés par le mode de vie qui est l'agriculture, qui est être paysan à travers une nature qui est présentement un peu en difficulté. Donc, il y a un gros challenge, puis moi, je me plais à vouloir pousser les limites d'une nouvelle forme d'agriculture, d'une nouvelle forme d'apiculture. Et puis, on se régale. On se régale parce que c'est à l'infini. Je veux dire, à l'apiculture, tu le développes à travers une vie complète. Moi, je suis encore jeune, j'ai pas encore de barbe blanche, quoi que ça va venir, j'imagine. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire présentement parce que, on le sait, l'abeille est en déclin, autant au Québec, en Amérique du Nord, aux États-Unis qu'en Europe, qu'à travers le monde. Et puis, je pense qu'on est dans un tournant quand même assez grave, assez grand. Donc, comment dire, le challenge, le défi est immense. Puis nous, on lutte pour la survie de l'abeille, on lutte pour le retour au vrai beau miel, au terroir, des choses qui ont été un peu détachées dans les 30 dernières années. À cause de quoi? À cause de une agriculture qui est devenue beaucoup intensive, où ce qu'on a perdu les goûts. Ben nous, on réinvente rien, on retourne vers les bases, puis ça fait de nous des rockstars. Ouais, mais alors les abeilles, parlez-nous de ces abeilles, parce qu'on n'est pas assez informé sur vraiment ce qui se passe au niveau des abeilles. Est-ce que ça nous montre sur notre propre société d'ailleurs, hein? Oui, effectivement. L'abeille, c'est le meilleur ami de l'homme, ou ça devrait, ou ça a toujours été, et ça le restera, le meilleur ami, parce que on est dépendant des pollinisateurs au niveau de notre assiette, hein. On se nourrit peut-être à 40% directement associé aux pollinisations que les abeilles effectuent. Ce qui veut dire qu'un monde sans abeilles, c'est un monde sans couleur. Un monde sans couleur, c'est un monde sans richesse. On parle de quoi? On parle de chocolat, on parle de café, on parle de tous les fruits et légumes, en grande partie, pas tous, mais beaucoup. Et puis présentement, il y a une mortalité des abeilles. Donc, il y a un risque associé à une perte de diversité alimentaire, dans notre cas à nous, qui amènerait des problématiques immenses. Et puis là, on se penche vers ces choses-là. On est en train de décrypter par l'abeille, qui est un bioindicateur incroyable, qui se vit un problème présentement au niveau planétaire parce qu'il y a un déclin massif. Donc, C'est pas qu'au niveau du climat, hein, c'est aussi la qualité du végétal? C'est multifactoriel. Donc, tous les chercheurs vont te le dire, c'est multifactoriel, c'est multifactoriel. Il y a des bases même que moi, j'ai identifiées qui sont à la source même du déclin. Eh bien, c'est l'habitat direct de l'abeille, le garde-manger de l'abeille. Ça veut dire qu'en détruisant les espaces naturels, qui sont le garde-manger même de l'abeille, il y a un affaiblissement du système immunitaire de l'abeille. Il y a une fragilisation forte de l'abeille. Et puis, oui, les pesticides, oui, les changements climatiques, oui, les parasites exotiques, oui, l'apiculture commerciale qui pousse et qui stresse les abeilles. Mais pensons premièrement, je pense, au modèle agricole qui a été mis en place sur une base de productivité, sur une base d'une agriculture intensive qui cherche à booster les productions, les volumes de production. Bien ça tue l'abeille. Ça tue l'abeille. Parce que toi-même, vous avez hérité d'une ferme, hein, ici. Quand même, vous avez hérité déjà de quelque chose qui était déjà en place. Ça a été transmis de génération en génération. Et malheureusement, on le voit en France ou on le voit ailleurs, au Québec aussi, je suppose. Surtout ici, avec la non-réglementation, que ça devient de plus en plus industriel. C'est toujours la recherche du profit. Et après, on tombe dans des produits qui ne correspondent plus. Ici, il n'y a même pas de réglementation, apparemment, hein. À quel niveau tu veux dire? Au niveau de la qualité du miel, de la... Non, ça c'est étrange à dire. Il n'y a pratiquement pas de réglementation associée au miel. Pourquoi? Parce que les grands de ce monde qui distribuent le miel en Amérique du Nord sont des emballeurs et non des apiculteurs. Contrairement à vous, ce que la tradition des apiculteurs en région a été valorisée par un agrotourisme, je crois en France, qui est beaucoup plus fort qu'ici au Québec. Donc les grands de ce monde, appelons-les comme ça, là, les grands emballeurs, les grands structures qui nous nourrissent, achètent des miels d'un peu partout dans le monde parce qu'on n'est pas autosuffisant dans la production qu'on a. Ce qui veut dire
en ayant une réglementation ou un manque de réglementation, ça leur permet de pouvoir faire des mélanges de miel étrangers avec des miels locaux pour balancer des couleurs et non des arômes. Parce que, il faut le dire, là, en Amérique du Nord, les miels sont pasteurisés à 90-95%. Les miels locaux, comme nous ici, ce qu'on fait, eh bien, on est en dehors de la marge, dans le sens où ça existe pratiquement plus. Quoique présentement, il y a un renouveau, il y a de plus en plus de gens qui regoûtent le miel comme il devrait être, puis comme il a toujours été. Et puis, on voit qu'il y a une tendance qui change. Le marché est en train de changer. Est-ce qu'on va être plus fort que la machine qui distribue le miel? Regarde, je pense que c'est un changement c'est de la conscientisation. Quand on parle finalement que pour révolutionner notre assiette, ça passe par nos choix, nos achats, eh bien, plus on va être capable d'encourager les gens à acheter local, à acheter de petits artisans, mais c'est ce qui va amener le changement. Mais pour te dire, pour parler de la réglementation, c'est un peu étrange parce que oui, effectivement, on est pas assez sévère. Mais de toute façon, réglementation ou pas, je trouve qu'entre consommateurs, miel ou pas miel, ou que ce soit un autre produit, on devrait être capable et éduquer suffisamment pour reconnaître nous-mêmes les bons produits des mauvais. Quelles sont les choses qu'il faut regarder pour trouver un bon miel? Et Ça, c'est une très belle question. Écoute, il faut regarder la complexité aromatique. Ce qui veut dire qu'une complexité aromatique, c'est une explosion florale en bouche. Dès que tu as un miel qui est plat, et puis que la rétro est peu marquée, ben, tu te retrouves avec quelque chose qui a été, dans un premier temps, ultra chauffé, donc pasteurisé, et puis qui a été, dans d'autres cas, mélangé. Donc, la complexité, elle vient d'une diversité florale qui va être grande. Okay? Plus le miel va être explosif, ça, c'est un beau terme, c'est un terme que j'aime. L'explosion en bouche, c'est un peu comme la potion magique d'Astérix et Obélix. Honnêtement, ça te fait virevolter les yeux. Et puis, je crois que il faut définir notre papier gustatif. Regarde, on déguste des vins, et puis certains aiment les vins de la Loire, certains aiment les vins de Bourgogne. Moi, je suis un amateur de ces vins-là parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Mais regarde, c'est la même chose dans les palettes de goût de miel. Il faut simplement s'asseoir tranquillement et puis prendre le temps de déguster pour être capable d'apprécier. Et l'hydromiel aussi. Hein. Oui, l'hydromel plutôt. L'hydromel aussi, oui, effectivement. Ça, c'est dangereux, ça, l'hydromel. Hein? Ça rend fou. Là, on est quand même, pas au Grand Nord, pas pour vous, mais pour nous quand même, on est quand même à quelques heures de Montréal. Là, on est à 3 heures, quoi. On est bien au nord. On est à 3 heures au nord de Montréal, effectivement. Et même pour le Québécois, pure laine, là, tu sais, je veux dire, parce que la laine, il pousse dans le dos, on est très loin. On est au bout du monde. Puis on est finalement, même, ça, il faut le dire, là, on est à travers l'industrie apicole canadienne, on est dans les apiculteurs les plus au nord du Canada, et puis dans le Québec, définitivement. Et puis, ça nous amène un avantage incroyable parce que, étant isolé si loin des centres agricoles, de l'agriculture intensive qui est dans la plaine du Saint-Laurent, eh bien, ça nous a amené la possibilité d'avoir une certification biologique de nos miels. Ce qui veut dire qu'ici, on produit des miels boréales forestiers, des miels qui sont beaucoup plus sauvages que les miels de culture, de grande culture du sud du Québec. L'avantage, il est au niveau gustatif, au niveau de la complexité. Tantôt, je te disais des goûts. Des miels monofloraux, qu'on appelle des miels qui viennent d'une espèce, vont être beaucoup plus fades en bouche. C'est plate à dire parce que vous, en Europe, vous produisez beaucoup de miels monofloraux plutôt. Il y en a des bons. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des bons, mais ici, avec une diversité de verges d'or, comme on voit ici avec les fleurs qui sont jaunes en arrière, l'astère, les trèfles rouges, l'asclépiade d'automne, plus les abeilles vont butiner une diversité grande, plus le miel va être complexe et il va être riche en saveurs. Et puis, à Mont-Laurier, à Fermeneuve, dans les Hautes-Laurentides, ici même, on a un des plus beaux terroirs pour la production de miel au Québec, sans être prétentieux. On n'est pas meilleur apiculteur que les autres, mais on a un terroir qui, je vais le dire, est de beaucoup supérieur au niveau qualité pour nos abeilles. Et puis, ça nous amène aussi une survie qui est beaucoup plus forte pour nos abeilles parce que, justement, elles sont capables d'avoir un garde-manger qui est plus élaboré, qui est plus riche. Et puis, ça leur donne un coup de main pour être capable de supporter les hivers qui sont excessivement durs, mais aussi des pathogènes, des maladies qui frappent fort. Ouais. Donc, c'est un avantage. Et si je continue sur un autre avantage, parce qu'on est producteur de miel, oui, mais avant tout, on est éleveur de reines. Donc, on produit des reines abeilles qui sont travaillées à travers des programmes de sélection génétique pour renforcer le bagage de résistance naturelle de l'abeille envers les maladies.
Eh bien, ici, on est très isolé des autres apiculteurs, donc on a un pool génétique qui est conservé. On a des croisements génétiques qui sont contrôlés de façon naturelle, ce qui veut dire qu'on est capable de positionner dans notre région des emplacements pour des fécondations dirigées. Et puis, ça, c'est pour l'Amérique du Nord, c'est exceptionnel. Et je sais qu'elles voyagent apparemment jusqu'à 3 kilomètres, c'est ça, ces petites abeilles, hein, ça paraît énorme quand même comme distance. Et quelle est la vie à l'intérieur de la ruche? Comment ça se passe? Ben, la vie à l'intérieur de la ruche, c'est fascinant. Complexe hein, quand même, parce que là, dans une petite tour comme ça, là, ou dans un petit pack comme ça, il y en a combien? Ouais, ça, c'est des micro-colonies. Ça, on appelle ça des splits. OK? Parlons un peu anglais, là, parce qu'on est quand même en Amérique du Nord. C'est des divisions qui ont été faites pour des colonies qui vont être en production sur l'été prochain. Donc, c'est des petites micro-colonies, des splits, des essaims, comme vous, les Français, dites, qui représentent peut-être, je dirais, une vingtaine de mille abeilles, 20 000, 25 000 abeilles. Une colonie en production qui va avoir plusieurs étages va représenter 80 000, 100 000 abeilles quand on a des belles saisons où les populations, les dynamiques de population montent. Donc, c'est une vie qui est bourdonnante d'activité parce que 80 000 abeilles, je veux dire, quand tu mets les mains là-dedans ou que tu t'approches de tout ça puis que tu en as une trentaine ou une cinquantaine à même un rucher, ça explose. C'est dans le sens que c'est beaucoup, beaucoup de vie. Tu entends le hum, tu entends les vibrations. Et puis, l'apiculteur qui interagit avec les abeilles, mais il y a une relation, donc ça bourdonne de vie. Nous, on bourdonne avec eux. C'est incroyable, je veux dire, le challenge qu'on a de pouvoir vivre avec eux. Parce que l'abeille, elle est domestiquée parce qu'on est capable de l'introduire dans des petites caisses comme ça, mais elle reste sauvage. Donc, l'apiculteur a un genre de relation avec elle qui est un peu mystique, dans le sens que l'abeille pique, hein? Puis une piqûre, c'est pas doux. Et puis d'en arriver à être capable de les manipuler et de gérer les piqûres, le venin, et puis de comprendre la dynamique de tout ça, bien, c'est une vie puis c'est une richesse hallucinante. Moi, je veux dire, je me régale avec tout ça. Puis oui, oui, c'est complexe, très complexe. Et on dirait des petits extraterrestres pratiquement quand on les regarde de près. Elles ont des bouilles, hein? Ouais, oui, elles en débrouillent. L'abeille, elle est sur Terre depuis environ 40 millions d'années, puis sa morphologie n'a pratiquement pas changé. Donc, elle est née en même temps que la plante, la fleur, et puis elle est restée extraterrestre peut-être, mais elle fait partie d'un écosystème qui a évolué avec elle, et puis qu'on connaît aujourd'hui, qui s'est modifié à travers les années. Écoute, 40 millions d'années... Lilou, c'est incroyable, 40 millions d'années. Puis ça, regarde, on est encore en train de découvrir des choses d'elle, puis de comprendre, même qu'on comprend plus que jamais on a compris qu'elle est indissociable de notre vitalité, de notre santé et puis de notre survie. Donc ça, regarde, c'est hallucinant. Là. Moi, je capote. Là. Ouais, je capote, j'adore cette expression québécoise. Elles ont toutes leur rôle, hein. Il y a plein de rôles différents. L'ouvrière, c'est ça, la nettoyeuse même. Oui, la nettoyeuse, l'ouvrière, l'infirmière, celle qui s'occupe de la reine. L'abeille va vivre environ une quarantaine de jours, entre 30 et 40 jours, en fonction des pressions qu'elle va vivre, du stress qu'elle va vivre, de différentes choses. Sur les 40 jours, elle va effectuer peut-être non pas une dizaine, mais pas loin d'une dizaine de tâches différentes. Donc, en fonction de son âge qui va grandir, eh bien, elle va dans le début, s'occuper de la colonie, s'occuper du nettoyage, s'occuper des larves, s'occuper de la reine, s'occuper du bien-être de la ruche, et puis elle va finir sa vie comme butineuse. Pourquoi? Parce que c'est là que les risques sont les plus grands, parce que quand elle part, bien, il y a toutes sortes de choses qui peuvent lui arriver. Donc, à la fin de sa vie, dans les 5 à 10 derniers jours de sa vie, elle va être butineuse. Et puis là, elle va aller chercher du pollen, elle va aller chercher du nectar, elle va aller chercher des sels minéraux, elle va aller chercher de la propolis, et puis elle va ramener le butin à la ruche. C'est-tu pas hallucinant tout ça? Je veux dire. Et puis, l'idée, c'est que l'abeille, elle est sociale. Donc, elle ne travaille pas pour elle-même, elle travaille pour la colonie entière. Donc, c'est un être qui est dépendant des autres et puis qui agit pour le bien de la communauté. Puis ça, c'est une co-créatrice. Hein? C'est une procréatrice et puis... Co-créatrice. Une co-créatrice, n'est-ce pas? Pourquoi Parce que je démarre toutes mes vidéos avec Bonjour mes délicieux co-créateurs et je trouve qu'on est tous des co-créateurs. On devrait un peu plus observer les abeilles. Tu l'as dit. Puis même que oui, on devrait plus les observer parce qu'elles peuvent nous enseigner beaucoup, je crois. Ouais. Et la reine-mère, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle a sa petite tache, on l'a vu, celle-là, là, sous celle en vert, avec sa petite tache rouge. Oui, effectivement. Celle-là, on l'a marqué, là, on lui a mis un petit point pour que les amis, nos amis québécois et nos amis français puissent la voir plus rapidement. La reine... Qu'est-ce que... La reine, c'est la mère de la colonie, c'est la mère de la ruche. C'est elle qui procrée des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvrières, de jeunes bébés abeilles.
elle dégage des phéromones. Ça, c'est intéressant, on peut en parler là, un peu. Les phéromones, c'est des odeurs chimiques que même nous, les humains, avons. Hein. Une phéromone, c'est quelque chose qui sent bon, soit dit en passant. Là. Une phéromone, ça dicte des comportements aux abeilles, ça dicte aussi... ça dicte beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Quand on tombe en amour avec quelqu'un, juste à titre d'exemple, quand on tombe en amour avec quelqu'un, on tombe en amour aussi avec les phéromones de l'autre. Hein. Chez les humains, c'est comme ça. On aime l'odeur de celle qu'on aime. Eh bien, chez les abeilles, c'est la même chose. Toutes les abeilles sont en amour avec la phéromone de leur propre reine. Donc, chaque ruche va avoir une phéromone distincte associée à la reine. Et puis ça aussi, c'est fascinant. Justement, on a vu dans les petits tubes là, où il y a 2 petites ouvrières et une reine mère que vous envoyez par la poste et qui sont ensuite, je suppose, réutilisées dans d'autres ruches. Comment ça se passe justement, si elles sont bien distinctes, si elles ont bien leur propre odeur, si elles sont ensuite exportées dans d'autres endroits? Est-ce que ça fonctionne bien tout ça? Ou justement c'est un peu trop mettre le pied dans en tant qu'être humain, en tant que modifier justement ce qui se passe? Ben, pour être franc avec toi, nous, les éleveurs de reines, on est un petit peu, dans le front line, on est dans le, comment dire en français, Virginie, le front line. We're in the front. Means pionnier, hein? Oui, puis on est dans le redressement même de l'apiculture parce que perdre 50% des populations d'abeilles mondialement, avec, comme je te disais tantôt, la dépendance qu'on en a envers notre assiette, il faut les reproduire rapidement, ces abeilles-là. Okay? Donc, nous, on se retrouve à reproduire les abeilles de façon naturelle. On ne joue pas avec les modifications génétiques. On sélectionne les meilleurs sujets qui démontrent des résistances, de la rusticité, de l'adaptation. Et puis, effectivement, dans différents types de climats, l'abeille va être adaptée ou moins bien adaptée. Mais on est pris pour reproduire les abeilles présentement parce qu'on a besoin d'un support en pollinisateur qui n'a jamais été si grand que présentement. Pourquoi? Parce que nos papillons ont disparu. Je me rappelle quand j'étais petit, là, puis ça, je le raconte à tout le monde. Quand j'étais petit, puis je courais dans les champs, là, on avait des nuages de papillons. OK? Puis je suis sûr que toi aussi, tu te rappelles de ça, jeune. Et maintenant, on ne les voit plus, ces nuages de papillons-là. Tes enfants les voient rarement. Mes enfants les voient rarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont disparu à cause de pression de l'humanité, pression des modèles agricoles, pression des pesticides. Eh bien, l'apiculteur se retrouve présentement à non pas être un producteur de miel ou à s'amuser à faire déguster ses miels. Il se retrouve à être un tripoteux, appelons ça comme ça, là, un tripoteux d'abeilles qui déplace ses ruches dans des pollinisations qui nécessitent ces pollinisateurs-là en grand nombre pour être capable de faire en sorte qu'on produit de la nourriture pour la demande mondiale. Donc, l'éleveur de rennes, pour retourner à cette idée-là, l'éleveur de rennes, il est constamment en demande pour fournir des rennes pour la reproduction des colonies qui s'effondrent année après année. Donc, on s'organise pour avoir la plus grande diversité génétique pour ne pas créer de consanguinité parce qu'effectivement, si on reproduit trop de rennes de même espèce ou de même écotype, on va effectivement en arriver à créer une consanguinité, puis sans le vouloir, à détruire l'abeille. Mais on a présentement, même ça, c'est super intéressant, on a même présentement, et effectivement, dans les dernières années, reproduit trop de mêmes écotypes. On a des GI présentement, des GI Joe. Là. Tu te rappelles les GI Joe? Des petits bonhommes qui partent à travers la planète pour recueillir des souches d'abeilles qui ont été perdues ou sauvages dans les montagnes de Caucase en Géorgie, dans des grottes de Sicile en Italie, pour aller rechercher du bagage génétique, pour réouvrir le pôle qui s'est trop refermé en fonction de la reproduction qui a été marquée dans les 10, 15, 20 dernières années. Donc, pour en revenir à ce que je te disais, non, on ne modifie pas la nature ou on ne modifie pas les abeilles en les reproduisant. On aimerait qu'elles se reproduisent tout seules comme elles le fait elles-mêmes si bien depuis 40 millions d'années, mais on est dans une nouvelle ère et puis tant que les modèles agricoles ne changeront pas, tant que la conscientisation de la population ne prendra pas place pour le bien-être des bioindicateurs, que ce soit nos grenouilles, nos papillons, nos abeilles, eh bien, on va être obligé de produire massivement des volumes d'abeilles pour que tu continues à manger, puis que tu continues, puis que je continue à manger, puis qu'on continue à être capable de faire des enfants pour les prochaines générations. Ouais, et c'est drôle de retrouver, justement, de parler de miel. Ici au Québec, on parle plus de sirop d'érable, et je sais qu'ici, il y a des longs mois d'hiver. À mon avis, la neige doit bien monter à quelques mètres, non? Des fois, on perd nos ruches même l'hiver tellement qu'il y a de la neige. Ouais. Ça marche comment alors? Parce que dans le coup, les abeilles produisent moins, il y a moins de mois. Oui, la saison est très courte, effectivement. Tu l'as dit, on a un hiver qui est trop long. Là. C'est pour ça qu'on se pousse en Californie l'hiver, soit dit en passant. L'hiver, elle est très, très longue. Les fenêtres de butinage ou de potentiel de récolte au Québec sont très fines. L'adaptation de l'abeille est aussi très dure. Donc,
Écoute, à travers le contexte, encore une fois, évolutif, on a été capable de développer des abeilles qui sont adaptées à ces hivers rigoureux-là. C'est pas facile, par contre. Probablement qu'on est dans un des endroits sur la Terre qui est le plus dur de garder des abeilles en vie. Ça, c'est un autre challenge. Ça, c'est aussi intéressant. Des fois, c'est dur, par contre. Mais elles sont capables de passer à travers. Puis je trouve ça... Vous les laissez dehors l'hiver? On les laisse dehors. Ça, c'est encore une fois pour en arriver à avoir une pression au niveau sélection génétique encore plus forte. Donc, il y a beaucoup d'apiculteurs qui rentrent leur ruche dans des bâtiments avec des températures contrôlées qui sont au-dessus de zéro. Nous, on presse le citron, comme je dirais, pour en arriver à avoir un abeille qui est vraiment adapté à nos conditions. Ce qui est intéressant de ce que tu disais tantôt, je vais revenir avec ça, le sirop d'érable. Oui, le Québec est associé au sirop d'érable, est associé à ce sucre-là. Nous, avec nos miels qui sont excessivement complexes, là, je suis vraiment péteux de bretelles, là, mais oui, ils sont complexes, mais il est tellement bon. Si vous n'avez pas goûté ce miel, au fait, il faut vraiment prendre un petit pot, là, parce que c'est du délice. Moi, je vous dis, il faut déménager au Québec même. Là. C'est ça l'idée. Mais l'idée que le sirop d'érable a été associé au Québec, nous, on est en train, oui, j'allais dire sans le vouloir, mais on le veut, à redéfinir un miel associé à un terroir qui est spécifique au Québec. Donc, il y a une redécouverte du Québécois en fonction des miels de terroir, des miels boréales, comme je disais, des miels qui sont plus nordiques. Et puis, le sirop d'érable, à mon sens, à moi, sans encore une fois, être négatif envers les acériculteurs ou ceux qui produisent du sirop d'érable, que j'aime aussi, moins que le miel par contre, c'est qu'il y a beaucoup moins de complexité dans la gamme des sirops d'érable. Oui, ils vont faire les sirops d'érable qui vont débuter la première semaine de mars, ils vont changer les couleurs, mais le sirop d'érable reste quand même du sirop d'érable. Le miel est de 100 fois plus riche à travers les saisons parce que les floraisons vont changer à travers toute la saison. Donc, Québécois, écoutez-moi bien, mangeons plus de miel. Laissez faire le sirop d'érable un peu. Ouais, non, mais il y a le miel de tilleul, de sarrasin, de cerisier sauvage, il y a des miels de framboisier sauvage, on a des miels de sarrasin, comme tu l'as dit. On a une gamme de miel avec une palette de couleurs qui est étrange pour le Québec parce que, antérieurement, même les apiculteurs québécois mélangeaient toutes leurs récoltes. Ils récoltaient une fois ou deux par année, ils mélangeaient toutes les saveurs et puis ça faisait un miel pur. Un miel pur, oui, attends un peu, le miel pur, là, je veux dire, tout le miel est pur. En théorie, il devrait l'être du moins. Mais il y a des beaux miels de printemps, il y a des beaux miels d'été, des beaux miels d'automne, il y a des beaux miels sélectionnés en fonction de différents endroits, en forêt par exemple. Et puis ça, c'est nouveau pour le Québec. C'est drôle, hein, mais c'est nouveau. Et puis, après avoir interviewé plusieurs personnes dans le monde, là, mes bretelles, mais c'est justement, on est invité, je pense, à manger localement, à manger des choses qui sont cultivées ici dans nos terres, parce que c'est ce que notre corps nous demande et c'est ça qui nous permet aussi de nous aussi, en tant qu'espèce humaine, survivre et être au maximum de notre potentiel, un peu comme ces abeilles. Hein. Oui, tout à fait. Donc mangeons du miel, mangeons local surtout et produisons. Oui, et définissons notre territoire avec une gastronomie associée à ces beaux produits-là finalement. Parce que ça va faire vivre quoi? Ça va faire vivre des économies régionales. Nos campagnes vont revivre, nos écoles vont se repeupler. Tu l'as dit, on a une problématique parce que nos campagnes au Québec comme en France, parce que je l'ai visité, votre France, soit dit en passant, ça se vide aussi. Les jeunes s'en vont dans les centres. Bien, en achetant local, en encourageant des petites productions en dimension humaine, ben ça fait autre chose que faire vendre du miel aux apiculteurs. Ça fait vivre nos régions, nos campagnes, ça fait vivre nos écoles, ça fait vivre nos petits commerçants, ça fait développer des boulangeries, ça crée de la dynamique finalement. Puis ça c'est super important d'en parler parce que il faut l'habiter notre territoire, il faut l'habiter. En France comme au Québec, comme en Australie, comme partout. Il faut arrêter de se centraliser vers Montréal, vers Paris, vers Lyon. Arrêtons un peu, regardez comment c'est beau. Là, je veux dire, on peut-tu élever nos enfants puis être fiers et riches de nos campagnes? Retournons à la nature, c'est ça que je dis, moi. Mais t'aimes bien quand même la Californie, de temps en temps passer à la Réunion, entre guillemets, et d'autres petites îles un peu tropicales pour parler des abeilles. Hein. Ouais, moi je capote. Écoute, quand je vais à San Francisco, quand je vais à Montréal... Oui, on se paye des bons trips, là, ça c'est clair, mais son équilibre comme ça. Son équilibre, voilà. Tu sais, je veux dire, mes lunettes aux clés, je vais les acheter à Montréal, c'est sûr. Puis j'ai besoin de la ville comme de la campagne, mais ça prend un tout pour être capable d'être bien dans ce nouveau monde-là. Il y a une nouvelle ère, finalement. On parle de nouvelle. C'est vraiment une nouvelle ère. C'est drôle à dire, mais on est dans une nouvelle ère. Et puis, pour créer quelque chose qui va bien vieillir, qui va bien s'autosuffire, ben ça commence par des petites choses, des petits choix, des petits...
des petits moves. Tu es un apiculteur, mais tu es un entrepreneur aussi, hein. Quelles sont les nouvelles valeurs pour toi, justement, dans ce nouveau monde ou ce monde à créer pour les entrepreneurs de demain, d'aujourd'hui? Wow, ça, c'est une grande question, ça. Je trouve que tu les incarnes quelque part. J'ai fait toutes ces bornes depuis la France pour t'interviewer parce que je trouve que vous êtes un exemple dans le monde à montrer. On devrait montrer plus des exemples comme ça. Ben, les valeurs sont simples. Les valeurs, c'est quoi? C'est la valeur première, c'est l'amour de la nature. On est connecté avec la nature. À mon sens, on semble un peu déconnecté. Donc, les valeurs premières, c'est l'amour qui est porté à toute la richesse que la nature nous donne, nous partage. Donc, ce transfert-là entre la nature et puis ce qu'elle nous donne, bien, ça amène du respect, qui est une autre valeur, soit dit temps. Et puis ensuite de ça, bien, c'est le partage de ces belles qualités-là que la nature nous donne. Je veux dire, moi, je suis un entrepreneur, tu l'as dit, mais outre être un entrepreneur, on est des moteurs de développement régionaux. Ça veut dire qu'ici, à la minerie, on fait vivre 3, 4 familles, 5 familles peut-être. Donc, ces familles-là sont linkées, sont associées à un monde des abeilles, à l'apiculture, mais je veux dire, on est associé aussi à un territoire. On ramène ça encore une fois à cette même base-là. On est associé à une région, donc on prend le pouls de ce qui se passe ici, puis regarde, les valeurs sont simples. C'est juste ça. C'est tout simplement ça. Je trouve que quand un produit est fait dans l'amour, hein, il y a quelque chose. Là, je l'ai vu tout de suite. Moi, quand j'ai goûté à votre miel en avril, j'ai vu le packaging, j'ai vu, je sais pas, il y avait quelque chose déjà à la base, rien que de voir ce petit bout de flacon là, ce petit pot. Il y avait déjà quelque chose, je l'ai ressenti tout de suite qu'il y avait un caring. Il y avait quelqu'un derrière qui vraiment prenait soin de cette chose-là. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive, au-delà des étiquettes, au-delà des mots qu'il y a écrits sur ces flacons, au-delà du packaging qu'il y a, il faut ressentir cette vibration quelque part, parce que c'est quand même une connexion qu'on ressent quelque chose. On est attiré par ce genre de produit, il faut arrêter de simplement regarder le prix. C'est sûr, après on va dire oui, mais on n'a pas forcément les moyens d'acheter ce genre de miel, mais il y a toujours moyen, la priorité. Moi je vois des gens en France ou partout dans le monde qui vont acheter des produits de qualité, ils vont peut-être en manger moins, mais au moins c'est dans un autre état d'esprit, hein. Là il y a un état d'esprit qui change et qui est en mutation après. J'adore ce que tu dis. Moi, ça me fait, tu vois, ça me fait super plaisir ce que tu dis parce que c'est la base de tout. Au moment où tu mets une énergie, puis que tu pousses ton énergie sur la qualité, puis tu mets de l'amour dans tout ça, ça goûte différent. Et puis, on veut effectivement, ça c'est intéressant parce qu'antérieurement, on avait l'impression que le miel pouvait s'enligner vers un produit de luxe. Et puis qu'on voulait qu'il se dénaturait un petit peu. Tu vois, nous, on veut que le miel soit sur les tables. On ne veut pas qu'il soit simplement dans une pharmacie ou tu comprends, dans une bijouterie. C'est un produit, oui, qui est noble, oui, qui est riche, mais il y a moyen de le démocratiser. Et puis, la meilleure manière, c'est de couper les intermédiaires. Ça veut dire que plus les gens vont être associés aux producteurs, aux gens qui produisent ces beaux produits-là, ben ils vont être capables de payer moins cher parce qu'il y a une vente directe qui se fait. Et puis ça, encore une fois, ça stimule les économies régionales. Ça fait plaisir aux producteurs, ça fait plaisir aux consommateurs. Et puis, ça crée de la santé à tous les niveaux. Ça, je vais en parler avec ta compagne de la santé parce que ça, hein, ça se peut plus, là. Elle a vraiment envie de jaser avec toi. Ouais. Puis moi, tu sais quoi, il faut que je retourne dans mes abeilles parce que c'est bien beau jaser avec la France, là. Moi, avec la France, il n'y a pas que la France, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a le Québec. Reste là un petit peu pour dire au revoir à tous ces délicieux co-créateurs là qui nous ont regardés. Je vous aime, vous, OK? Ouais. À bientôt, chez moi au Québec. À bientôt chez vous. Ciao!